Laisse béton! Dans votre quête du territoire rural où vous installez, avez-vous clairement défini la liste des critères de votre bien-être ? Sauriez-vous dire si la proximité de la nature a plus de valeur pour vous que l'accès aux soins ou la présence de lieux de sociabilité ? Pour vous aider à répondre à ces questions, j'ai invité au micro de Laisse béton Lise Bourdeau-Lepage, professeure en géographie et docteur en économie, qui a travaillé sur la mesure du bien-être sur un territoire. Dans cet épisode, Lise commence par donner plusieurs définitions de cette notion au contour assez flou qu'est le bien-être et explique en quoi le sujet a pris une ampleur particulière chez certaines catégories de population durant la crise sanitaire, les amenant à réfléchir à leur lieu de vie idéal. Elle décrit ensuite plusieurs méthodes scientifiques à l'œuvre pour mesurer le bien-être sur un territoire et nous aide à faire le tri dans le large éventail d'éléments territoriaux qui entrent en compte pour évaluer le bien-être des individus. Parmi les méthodes décrites, l'une d'entre elles me semble particulièrement abordable et reproductible à l'échelle individuelle pour évaluer un territoire d'accueil. Elle a la vertu de faire appel à ce que Lise définit comme l'art du bavardage, spécialité des territoires ruraux. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Lise, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous avez beaucoup travaillé sur la mesure du bien-être sur un territoire. Et j'ai deux questions. Déjà, qu'est-ce que le bien-être ? Et surtout, comment arrive-t-on à mesurer cette notion-là ? Oui, c'est deux questions extrêmement intéressantes. Merci beaucoup. En fait, ce que je peux dire, c'est que le terme bien-être, il est difficile à saisir. Aujourd'hui, on peut le définir comme l'état du corps et de l'esprit dans lequel on sent qu'on est bien. Alors, on a chacun ses définitions du bien-être, hein, et du coup, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est pas tant essayer de le définir avec en une phrase, c'est plutôt d'essayer de comprendre la différence qu'il y a entre différentes personnes sur les éléments qui vont être importants pour leur bien-être. Et évidemment, il y a une grande variabilité des préférences, voilà ce que nous apprennent les économistes. Et donc, du coup, l'idée, c'est de savoir comment on peut relever ces préférences des individus, quels sont potentiellement les éléments qui peuvent être importants pour une personne, et puis ensuite, essayer d'en créer un indice. On s'aperçoit que finalement, il y a différentes manières d'appréhender le bien-être. Donc la première approche, la première distinction, c'est qu'il y a des personnes qui vont considérer que le bien-être, il va être hédoniste. Donc là, on va rechercher le plaisir maximal et on va éviter finalement le déplaisir. Et donc la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir, ça serait finalement les objectifs de l'existence humaine. Donc ça, c'est le bien-être hédoniste en fait, hein. Et puis, à côté du bien-être hédoniste, on a le bien-être eudémonique. C'est une conception qui va être basée sur le prémisse que les gens se sentent bien s'ils connaissent une croissance personnelle et s'ils ont le sentiment d'avoir des buts et une vie qui a du sens. Donc, cette question du bien-être eudémonique, on l'a retrouvée un peu avec le confinement. Les gens qui habitaient en grande ville ou dans des petites villes, finalement, se sont demandé si leur vie avait un sens. Ils ont travaillé autrement, certains ont arrêté de travailler. Et du coup, ils se sont demandé s'ils avaient, par rapport à leur projet initial, quand ils étaient jeunes, si leur aspiration avait été remplie. Puis aussi, si leur vie avait du sens. Donc là, ça veut dire que quand les gens ont commencé à se poser et ont pu, pour certains, la possibilité de réfléchir à ces questions, ils étaient dans une approche eudémonique du bien-être et pas dans une approche hédoniste. Donc là, c'est la première chose qu'on peut saisir, différence en fait. Ensuite, il y en a deux autres, malheureusement, je suis désolée. Donc, il y a ce qu'on va dire avoir une approche subjective du bien-être ou une approche objective. Donc, le bien-être subjectif, c'est celui qui va être fondé sur les perceptions, les expériences, la déclaration des personnes. Et le bien-être objectif, finalement, on va se dire le bien-être d'un individu,
est déterminé par la satisfaction de ses besoins, mais qui va être rendu par les ressources dont il dispose et les circonstances qui sont externes à cette personne. Donc voilà pour le bien-être objectif et le bien-être subjectif. Et ensuite, c'est pas tout, il y a une troisième couche qui s'ajoute là-dessus, c'est que finalement le bien-être, on peut finalement le définir de manière universaliste, et dans ce cas-là, le bien-être va se définir de la même manière pour tous les individus, quel que soit leur moment de vie, la localisation. Et vous avez un peu compris que moi, c'est pas ce que je cherche à faire, quoique vous allez voir, je l'ai quand même fait. Et ensuite, universaliste, donc ce qu'on met à côté d'universaliste, c'est une approche relativiste, où on parle d'approche géographique ou contextualisée. Enfin, voilà, relativiste, ça marche bien plutôt. Et donc, on dira que le bien-être, il va être dépendant du contexte géographique et culturel. Voilà, donc on se donne une définition. Ensuite, on voit qu'on peut l'appréhender de différentes manières, mais évidemment, on imagine bien qu'on peut avoir une approche normative du bien-être tout en adoptant une approche universaliste ou contextualisée. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes en France, on pourrait dire, voilà comment je peux mesurer le bien-être de mon bien-être à vous et le mien de la même manière, parce qu'on vit dans le même contexte culturel. Et à côté de ça, si on étalonnait le bien-être d'une personne en Afrique de l'Ouest, on prendrait pas forcément tout à fait les mêmes éléments. Donc, on serait dans une approche normative, complètement, mais on aurait mis un peu de contextualisé ou de relativisme dedans. Et de la même manière, je pourrais aussi me dire, je vais étalonner mon bien-être à moi en utilisant mes déclarations. Quelles sont mes perceptions ? On demande aux gens tout simplement sur une échelle de 1 à 10, avec 1 le niveau de satisfaction le plus bas et 10 le niveau de satisfaction le plus haut, la situation la plus favorable et la moins favorable. Quelle est votre satisfaction de vie ces derniers temps ? Donc moi je vais répondre, on va dire 7, 6, vous allez me répondre 8 si vous êtes très bien. Donc ça c'est du bien-être, on va dire subjectif, là où on utilise les déclarations des personnes. À côté du bien-être objectif, où on créerait un indicateur qui nous permettrait de finalement de voir notre niveau de bien-être à toutes les deux, s'il est différent ou pas. Donc vous voyez, il peut être du côté normatif, du côté subjectif, et puis on peut aussi le contextualiser. Donc voilà, on peut finalement, ces différentes approches, elles peuvent se combiner les unes les autres, et c'est ce que j'ai voulu faire. Définition qui est pas simple, on est d'accord, et puis la vôtre sera peut-être pas la mienne, mais quand même, il y a quand même des grands principes généraux. C'est pour ça aussi que ça a du sens quand même de dire mesurer le bien-être, ça a du sens de le mesurer aussi de manière objective. Parce que de cette manière-là, on peut voir s'il y a une différence de niveau de bien-être entre les individus qui habitent des endroits différents. Et se dire, en termes de politique publique, s'il y a des gens qui ont un niveau de bien-être beaucoup plus bas dans certains lieux, peut-être que il y a des éléments qui pourraient être favorisés. Quelles mesures de politique publique je pourrais mettre en place ? Et donc, on essaye de voir quels sont les critères qui expliquent le bas niveau de bien-être de certaines personnes dans certains quartiers. Donc, du coup, en termes ou villes, ou zones, ou régions. Et du coup, ça permet quand même d'aider à la décision publique d'étalonner le bien-être objectif. Une mesure objective du bien-être. Il y a un certain nombre de personnes qui ont fait cet exercice et moi je l'ai fait en créant un indice de bien-être qui s'appelle indice HOP-SHOW-VEC. HOP pour opportunité, SHOW pour choix et VEC pour vécu. Et donc cette idée-là, c'est de se dire il y a des dimensions qui sont indispensables pour que les gens sont bien. Donc du coup, il y a 4 éléments clés du bien-être 4 grandes dimensions, si vous voulez, du bien-être. Le bien-être comme liberté, que moi je vais appeler les opportunités, la liberté de choix des individus, et puis le vécu des individus qui sont les réalisations effectives. Et la 4e dimension, elle est très très difficile à saisir de manière statistique, à mesurer. C'est les valeurs et la moralité des individus. Donc du coup, fort de ces 3 dimensions qu'on peut retenir, les opportunités, la liberté de choix et le vécu des individus, en fait l'idée c'était de se dire comment je peux traduire ça en indicateurs
notamment géolocalisées, en utilisant des statistiques publiques. Donc, pour les opportunités, c'est les opportunités qui sont offertes aux individus, donc ce que je peux être et ce que je peux faire. Et donc là, on se dit, qu'est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux faire, quels sont les déterminants de ça. Donc, c'est en fonction de mon niveau d'éducation moyen, le niveau d'éducation moyen de la population d'une zone, on peut se dire, si on a une bonne éducation, on aura sûrement plus d'opportunités que si on a un niveau bas d'éducation. Ensuite, on se dit, être inséré dans un environnement social diversifié, ça nous offre des possibles. Donc, nos opportunités seraient plus importantes. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il existe une diversité sociale des personnes qui travaillent ou qui habitent dans une zone géographique, donc par exemple la commune. Ensuite, dans les opportunités, on a aussi la question de avoir les moyens de la mobilité, on va dire, minimale. Donc, est-ce que je peux me déplacer? Parce que si j'ai des opportunités, mais que je peux pas me rendre dans les lieux où je pourrais profiter de ces opportunités, forcément, mon niveau de bien-être, il devrait être moins important. Et de même, si j'ai pas accès à un réseau Internet ou la 4G ou la 5G aujourd'hui, ça veut dire que je suis exclue finalement d'une partie du monde, notamment le monde virtuel. Et donc, par exemple, même en cherchant un emploi, ça devient compliqué si on peut pas avoir accès à toutes les annonces. Donc, mes opportunités, elles sont plus faibles. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour parler des opportunités. La dimension opportunité qui est offerte aux individus. Deuxième dimension, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la liberté de choix, donc le choix. Est-ce que je peux agir, être libre d'agir, et est-ce que je peux faire en sorte que les choses changent? Donc, du coup, on se dit, si je suis discriminée, notamment par mon adresse, ma liberté de choix, elle est moins importante. Parce que malgré tout, je peux avoir un bon niveau d'éducation, pouvoir me déplacer, pouvoir avoir accès au TIC, avoir des opportunités très importantes. Et puis de l'autre côté, finalement, vu que j'habite par exemple dans un quartier politique de la ville, ma probabilité d'avoir un entretien, un premier entretien d'embauche, elle sera plus faible que quelqu'un, toutes choses égales d'ailleurs, avec les mêmes qualifications, mêmes critères, juste on change juste l'adresse, sera moins importante que pour quelqu'un qui habite dans un autre quartier de la ville. Donc ça, c'est la liberté de choix. Et puis pour la dimension vécue, on peut aller vite parce que c'est classique. Généralement, on va talonner la richesse des gens par leurs revenus. Donc ça sera le revenu fiscal moyen des individus, auquel on va se dire, est-ce que les gens, ils ont un logement décent? C'est nécessaire pour être bien. Donc est-ce que dans la commune, les gens ont un logement décent, et quelle est la proportion des personnes qui vivent dans un logement où on a ses propres sanitaires, une salle d'eau, etc. Et ensuite, on a finalement, est-ce que les gens sont bien insérés sur le marché du travail? Donc, on les talonne à travers la stabilité des emplois des individus résidant dans la commune. Et puis, dans le vécu, ce qui détermine aussi le bien-être, c'est évidemment si j'ai accès à des services. Donc, on va en indicateur statistique, on utilise le nombre d'établissements vie courante accessibles à moins de 20 minutes du domicile. Donc, vous voyez, on a ces trois dimensions, donc opportunité, chaud pour le choix et le vécu. Et chacune de ces dimensions, on a des indicateurs statistiques. Et à partir de là, on crée un indice en utilisant les trois dimensions. On fait une moyenne pondérée des trois dimensions et on va déterminer la pondération de manière le plus simplement possible. Donc, on va avoir finalement un niveau de bien-être, une mesure en fait objective du bien-être qu'on peut reproduire à l'échelle des communes françaises par exemple. Voilà, donc ça c'est une des mesures. Et une autre manière de mesurer le bien-être, donc on se l'est dit tout à l'heure, le bien-être subjectif, c'est de poser cette fameuse question sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de satisfaction de vie ces derniers temps? Donc là, on aura un indice de satisfaction qui est lié aux perceptions. Et puis, peut-être, là où ce que je vous disais en petite introduction, moi, ce qui m'intéressait, c'était de connaître les préférences des gens face aux éléments territoriaux de bien-être. Quels sont les éléments qui sont potentiellement importants pour les personnes pour être bien sur un territoire? Et on voit qu'on peut avoir une variabilité en fonction des individus. Donc là, on est dans une autre manière de voir les choses. C'est d'abord de se dire finalement, je vais essayer de prendre une méthode qui me permette
d'identifier les éléments importants pour une personne, pour son bien-être, sur un territoire, donc sur n'importe quel territoire de France, pour toute personne, n'importe quelle personne. Il faut que ma méthode, elle soit simple, productive. Donc, en fait, ce que j'ai proposé, c'est en faisant une revue de la littérature, des éléments qui seraient potentiellement importants pour certains individus, pour les individus. Il y a beaucoup d'éléments qui sont potentiellement importants pour les gens, pour leur bien-être. Du coup, je me suis dit, on va les cartographier. Donc, j'ai mis en place un jeu de cartes de 32 cartes aujourd'hui à l'échelle d'un quartier et de 29 si on est à l'échelle d'une commune. Donc, on a un jeu de 32 cartes. Pour vous donner un exemple de cartes, alors je ne les ai pas forcément toutes en tête, mais je vais vous dire, ça va être par exemple, quel est le niveau d'éducation des habitants du quartier dans lequel habitent les gens. Ça peut être un élément important pour leur bien-être. Comme aussi, est-ce que les individus ont accès à des espaces verts récréatifs? Quelle est la qualité du paysage naturel? Est-ce qu'il y a une bonne accessibilité aux services, notamment le commerce? Est-ce que l'offre de soins est suffisante? Est-ce que l'accessibilité du territoire va être bonne? Est-ce qu'il y a une bonne accessibilité des lieux publics? Est-ce que les citoyens participent? Il y a une bonne participation au projet territorial dans la zone étudiée? L'accessibilité aux services de restauration notamment, ou encore la couverture réseau, ou le niveau de sécurité des biens et des personnes sur le territoire. Voilà, donc on a des cartes comme ça qui sont présentées aux individus. Donc on enquête. Alors moi souvent je vais dans la rue, voilà, avec mon jeu de cartes, avec un échantillon représentatif de la population, avec une feuille de quota en fait. Et je leur dis voilà, on va jouer un jeu. Je vous présente 32 cartes et vous allez me dire les 10 cartes qui sont les plus importantes pour vous, pour que votre niveau de bien-être soit le plus élevé possible sur la zone où vous habitez. Donc, ils en choisissent 10. Une fois qu'ils en aient choisi 10, je leur dis quelles sont les plus importantes, quelle est la plus importante, quelle est la moins importante. Donc, ils classent les cartes de la plus importante à la moins importante. Et je leur dis, voilà, vous avez 100 points. Et donc, maintenant, vous allez, avec ces 100 points, en respectant la hiérarchie que vous avez établie entre les cartes, vous allez donner une valeur à chacune des cartes. Donc, si elles sont toutes équivalentes, ça va être 10 chacune. Et puis, sinon, vous pouvez mettre 40 sur la première, 50 si elle est extrêmement importante. Et donc, ils posent leurs jetons. Et à partir de là, ça me permet de savoir, sur une zone géographique, un quartier ou une commune, quels sont les éléments les plus importants et en fait, ceux qui ont recueilli le plus de points. Donc ça, c'est la première partie d'exercice, donc ce qui va être important. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que chaque carte correspond à un indicateur géolocalisé. Là, c'est l'économiste en fait qui parle, mais la géographe aussi. Et donc du coup, je peux connaître la qualité de la carte. S'ils me disent accessibilité aux espaces verts, je peux savoir en quelle mesure les espaces verts sont présents et accessibles. Vous voyez ? Donc, du coup, ça permet de faire un diagnostic et puis de pouvoir créer un indice tout simplement en mettant la valeur de la carte qui correspond à l'indice géolocalisé multiplié tout simplement par la pondération d'une personne ou de l'ensemble des personnes pour une carte. Après, plus pour la deuxième carte, pareil, la valeur de la carte, donc on pourrait prendre accessibilité des services, les services de restauration par exemple et les cafés, les bars. Donc la valeur, est-ce qu'il y en a beaucoup sur le territoire ? Multiplié par la pondération que nous ont donné les gens. Donc, quelle est la valeur qu'ils donnent à cette carte? Et du coup, ce qui est assez surprenant, c'est que dans le jeu de 29 ou 32, toutes les cartes ont été au moins à chaque fois choisies une fois. Ah ouais. Donc, ça renvoie à cette idée que finalement, il y a un éventail énorme d'éléments territoriaux qui comptent pour le bien-être des personnes. Ouais. Donc, il y a une telle variabilité que finalement, toutes les cartes sont choisies. Il n'y en a pas qui sont mises de côté. D'accord. Donc, voilà une manière de mesurer. Mais vous voyez, c'est pas une mesure, on va dire, objective. Bien sûr, c'est une mesure objective parce que le panel des cartes qui est choisi, il est objectivé. On sait que chacune des cartes se justifie de manière théorique. Pourquoi on l'a Pourquoi je l'ai mis dans le jeu? Mais en même temps, c'est les gens qui choisissent et c'est eux qui pondèrent. Donc, c'est... voilà. Et en même temps, de l'autre côté, comme chaque carte que je présente on connaît finalement
sa présence ou son absence sur le territoire, on peut faire un diagnostic de territoire. Donc, une collectivité peut se dire, voilà, je vais utiliser le jeu, je vais voir ce que disent les gens, et après, je vais regarder si les cartes les plus importantes pour eux, quel est le niveau des équipements, par exemple, sur le territoire, est-ce que je peux agir pour améliorer ces éléments-là pour que les gens vivent mieux sur le territoire. Donc ça, c'est une autre mesure. Et puis après, les mesures, on peut les mesurer de plein de manières. Donc du coup, il y a des méthodes et des mesures qui sont complémentaires et en fonction de ce que veulent les acteurs territoriaux, que ce soit des politiques, que ce soit des aménageurs, des urbanistes, finalement, ils vont utiliser tel ou tel type d'outils en fait. Je me mets dans la peau d'un auditeur de l'Es Béton, donc qui est un citadin qui a déjà des idées de territoires ruraux sur lesquels s'installer ou qui en cherche un. Est-ce qu'il existe une carte magique qui vous dirait voilà le bien-être, voilà la mesure du bien-être dans ce territoire elle est de temps, dans cet autre territoire elle est de temps. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou... Non, moi je connais pas, j'ai pas fait la projection sur l'ensemble de la France, quoi. Voilà. Généralement, les gens ils s'amusent en fait, s'ils peuvent jouer avec le jeu, c'est juste aussi pour réaliser quels sont les éléments potentiellement pour leur bien-être, puis ceux qui le retiennent. Et ce qui est assez intéressant, quand on disait, comme on dit, toutes les cartes à chaque fois sont choisies dans les exercices, il n'y en a pas une qui est laissée de côté par les gens, dans l'ensemble quand on a un panel, quand on a un ensemble de personnes, hein. Les gens, ils peuvent prendre conscience de ce qui va être nécessaire pour eux, parce que souvent, quand on réfléchit, des fois, l'exercice, il est difficile à faire seul. Et là, de se dire, voilà, j'ai tel âge, oui, voilà, à 30 ans, au départ, l'offre de soins, je n'en trouve pas trop, mais dans 5 ans, finalement, je vais peut-être vouloir avoir un enfant. Donc voilà, ça les fait vraiment réfléchir à ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut pas répondre à la question est-ce qu'il y a des recettes magiques? C'est pas possible parce que en fait, ça dépend des personnes, comme on l'a dit, les préférences, elles sont très diversifiées. Mais il y a quand même des consensus, et si on veut y venir, la plupart des personnes sont très sensibles à l'offre, justement, on venait d'en parler, à l'offre de soins, hein, à l'accessibilité des services de santé. Ça, c'est ce qui est ressorti des enquêtes que j'ai pu mener, hein, dans l'urbain ou dans le rural, et en particulier dans le rural isolé. Ensuite, il y a l'accessibilité, comme on le disait tout à l'heure, au réseau 4G, 5G et Internet. Donc, la qualité, elle est importante. Alors, peut-être ça s'est encore plus renforcé par certains, du fait que certaines personnes, en plus, veulent aller se déménager, aller dans des zones un peu plus rurales. Et du coup, cette question-là, elle devient extrêmement importante pour ces populations-là. Donc, ça revient sur le devant de la scène. Ensuite, il y a un élément qui est important pour les gens de l'espace rural, c'est le paysage naturel. Pour eux, c'est extrêmement important pour leur bien-être. Donc, du coup, voilà, il y a le choix du paysage, de savoir si le paysage, il est naturel, est-ce que l'environnement est sain et sans nuisance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Et puis, quand on regarde aussi un petit peu collectivement comment va se constituer le bien-être dans un espace rural ou dit rural, hein, parce que ville-campagne, c'est assez compliqué à définir. On s'aperçoit qu'il y a des lieux cœurs dans les villages, et que donc du coup, si j'avais un conseil à donner aux auditeurs, ça serait de dire que s'ils décident de déménager, qu'ils soient attentifs peut-être à cette question, est-ce qu'en promenant dans une ville ou dans un petit bourg où ils s'installeraient, ils voient finalement comment ils voient potentiellement la relation sociale, où elle peut se tisser. Donc, est-ce qu'il y a un marché régulier? Est-ce que y a un coiffeur, parce qu'on s'aperçoit que c'est important? Est-ce que finalement il y a des commerces qui vont être localisés le long d'une rue qui sera commerçante, qui va donner de la vie? Est-ce qu'il y a un bar, dans le bourg? Mais ça, c'est un peu classique, hein, parce qu'on s'est aperçu que collectivement, le bien-être, il était très sensible à certains éléments territoriaux sur le territoire. Et notamment, alors ça, peut-être que c'est quelque chose d'un peu surprenant, c'est un art du bavardage dans les zones rurales. Et du coup, le coiffeur est important. Cette espèce d'art du bavardage, parce qu'on demande aux gens les 3 personnes qui sont les plus importantes pour elles et où elles habitent.
et si c'est dans le bourg ou pas dans le bourg. Et quelles sont les relations qu'ils tissent avec elles? Est-ce que c'est de l'entraide? Est-ce que c'est des petites conversations? Ou est-ce que c'est des relations purement amicales, la famille? On essaye de leur donner quel type de relation ils ont et avec qui. Et on s'est aperçu finalement que c'était la conversation, le bavardage, cet art du bavardage qui était sur le devant. Donc voilà, évidemment, ça entraîne de l'entraide et que cet art du bavardage, il se faisait des fois chez la coiffeuse et le long du marché, etc. Et du coup, ça expliquait un peu la manière dont se faisait que les gens étaient bien sur leur territoire, dans des espaces ruraux. Donc ça, c'est peut-être un conseil de pas se retrouver avec tout ce qu'il leur faut, mais finalement ne pas avoir la relation sociale ou de pas pouvoir finalement rentrer en interaction avec les gens. On n'est pas obligé de rentrer en interaction avec les gens, mais au moins avoir la possibilité de le faire. La question des associations aussi, elle est importante, parce qu'il y a une vie locale, voilà, des manifestations, ce que j'appelle les petits événements, quoi, qui font finalement bien-être dans des territoires. Merci. Cet art du bavardage, je retiens ça, j'aime bien l'expression. Donc, ce que je retiens aussi de ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, pour aider nos auditeurs à se positionner quelque part, c'est donc de bien réfléchir aux critères, effectivement, qui pourraient amener à leur bien-être en tant qu'individu ou que groupe familial ou autre, les critères présents et essayer de se projeter, ce qui est très difficile, sur des critères dans 5, 10, 20 ans. Et on parlait de la santé, c'en est effectivement un des plus évidents. Et puis, moi, j'adore votre question là d'aller se promener dans la rue, sur le marché, et de faire de manière très empirique et candide, j'allais dire, votre exercice de chercheur, c'est-à-dire d'aller questionner les gens et de leur dire, sur une échelle de 1 à 10, vous qui habitez ici, comment mesurez-vous votre bien-être? Déjà, ça entretient l'art du bavardage que vous venez de décrire, et puis c'est une bonne façon de savoir, quoi, d'avoir un point de vue sur effectivement les gens qui vivent ici, comment ils ressentent tout ça, quoi. J'inviterai les auditeurs à mener des enquêtes de terrain dans leur découverte de leur éventuel futur territoire. Alors, sur un autre thème qui est pas si éloigné, mais vous avez aussi, je crois, beaucoup travaillé sur la nature en ville. Est-ce que c'est encore possible de vivre en ville de manière saine? C'est un peu ma question, en fait. Il n'y a jamais une solution unique à un problème. Et donc, la nature, effectivement, elle a des bienfaits, mais qui sont extrêmement importants et qui sont reconnus maintenant par les citadins eux-mêmes, puisqu'ils la plébiscitent. Mais on voit, par exemple, que d'être par leur présence et leur proximité, donc quand je parle des arbres, des plantes, des espaces verts, donc les végétaux, finalement, ils ont une vraie action sur notre santé. Ils vont diminuer notre stress, la fatigue mentale. Quand on va dans un parc, des fois, c'est pour faire une pause, pour se ressourcer. Ils vont améliorer l'état de notre santé. Notamment, ils jouent sur l'indice de masse corporelle, c'est ce qu'ont montré des travaux vraiment scientifiques. Voilà. Ils diminuent le sentiment de solitude et vont augmenter les contacts sociaux. Une des premières fonctions de la nature en milieu urbain, et notamment du végétal, c'est une fonction sociale. Ça augmente le bien-être déclaré des personnes. Donc, c'est-à-dire que quand on a un quartier où il y a des espaces verts et qu'on compare par rapport à un quartier où il y a moins d'espaces verts, les habitants du quartier où il y a le plus d'espaces verts, où il y a des espaces verts, vont déclarer un niveau de bien-être supérieur, la fameuse question niveau de satisfaction de vie. Que ceux qui sont dans un quartier où il y en a peu. Ensuite, on voit même que ça a une action sur le niveau de criminalité. Ça diminue le fait qu'il y ait des espaces verts. Et le contact, quand on est en contact, donc on jardine ou qu'on se promène, là, ça diminue la fatigue mentale. Ça peut augmenter la productivité de la personne, réduire son stress. Ça améliore les relations sociales, mais ça, on l'a dit, c'est par la présence, mais c'est aussi par le contact. Et ça favorise cette fameuse prévenance envers autrui. Donc, je vais être attentif aux gens qui m'entourent. Et simplement de voir des végétaux, ça va réduire l'hyperactivité, en particulier des enfants. Ça augmente le niveau d'attention qu'on peut avoir. Ça favorise la détente. Et puis, il y a des éléments dans les éléments naturels qu'on met souvent de côté. C'est le soleil, le son, la température, le vent. On voit que l'ensoleillement, il va favoriser l'altruisme et les relations sociales. Qu'un niveau sonore, ambiant, agréable, ça favorise les relations sociales. Et que les sons naturels, ça réduit notre anxiété.
Donc, il y a finalement un certain nombre de fonctions bénéfiques d'avoir du végétal en milieu urbain. Et puis, il y a évidemment, on le sait, donc une fonction thérapeutique, une fonction de prévention. Il y a une fonction réparatrice de la nature. Ça peut réduire certaines nuisances urbaines. D'accord. Notamment, lutter contre l'îlot de chaleur urbain. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Après, c'est toutes les questions sur diminuer la température du macadam, les corridors écologiques. Ça peut avoir une action sur l'isolation thermique. Donc, c'est vrai que c'est tout ce qu'on va appeler après les solutions fondées sur la nature pour améliorer l'ambiance urbaine ou le cadre de vie en milieu urbain, pour faire simple, et puis résoudre aussi cette question souvent de l'îlot de chaleur urbain. On voit avec l'émergence, ça y est, les cours oasis se déploient. Donc effectivement, c'est favorable parce que et sans arbres aussi, on pourrait pas respirer. Donc ça aussi, c'est important. Donc c'est essentiel, mais il n'y a pas que ça. S'il y avait une solution toute faite et que c'était seulement ça, on serait pas en train de se poser la question. Mais il n'y a pas que ça pour que leur niveau de bien-être, parce qu'on a bien vu le végétal, le paysage, la nature font partie des éléments les plus importants, mais pas que cela. En fait, si je n'ose pas parler de vertu de la crise sanitaire parce que c'est pas le bon mot, mais enfin au moins si on cherche quelque chose de positif dans tout ça, j'ai l'impression quand même que ça aura amené un grand nombre d'entre nous à réfléchir justement sur cette notion de bien-être, ceux qui le peuvent effectivement, parce que tout le monde n'a pas ce luxe de pouvoir déjà choisir où il habite, soyons très clairs, même en France, et du coup ça a amené une certaine catégorie de la population à se poser des questions qui sont quand même essentielles, quoi. Où est-ce que moi, mes enfants, mon entourage, ma tribu, etc. Sommes le mieux, et donc du coup le mieux à même aussi d'être des citoyens actifs, engagés, etc. Ça va bien au-delà de l'aspect individuel et développement personnel, quoi. Donc, c'est comme ça que j'entends, en tout cas. Oui, tout à fait, oui, complètement. Ce qui est clair, c'est que oui, il y a au cours de la crise sanitaire, finalement, ça a obligé ou ça a conduit une certaine partie de la population à prendre conscience de certaines choses qu'ils subissaient, de la qualité du cadre de vie dans lequel ils vivaient, de cette hypermodernité en fait qui fait qu'on est en constance on est en constance accélération, et que d'un besoin, donc ça a révélé le besoin de ralentir qui était déjà là, mais pour certaines personnes ça a révélé le fait d'avoir un environnement plus amène pour vivre, aussi le fait, ce qu'on se disait sur le bien-être, c'est-à-dire que est-ce que ma vie actuelle elle répond à mes aspirations passées et même encore actuelles, et est-ce que ma vie a du sens. Donc ça, on a une partie de la population qui a pu réfléchir. Évidemment, les travailleurs du crépuscule, les infirmières, ou les infirmiers, les médecins, etc., tous ceux qui étaient liés et qui étaient en contact direct avec la maladie, eux, à part accélérer, ils ont fait que accélérer encore et subir. Et du coup, on a vu une chute de leur niveau de bien-être la plus importante. C'est les personnes qui se rendaient sur leur lieu de travail qui ont connu une chute de leur niveau de bien-être au cours du premier confinement, le plus important. Ces gens-là, à la fin, peut-être, ils se sont dit que ça n'a pas de sens du tout ce que je suis en train de faire, mais si, puisqu'ils aidaient en fait leurs prochains. Donc voilà. Ouais. Mais du coup, on a une petite partie qui a pu réfléchir et se donner peut-être les moyens aussi de dire j'arrête là et maintenant je réponds à mes aspirations initiales et je donne un sens à ma vie, et donc je quitte la grande ville parce qu'au-delà de ça, de mes aspirations et du sens de ma vie, finalement je suis dans un environnement qui est pas du tout amène, qui est pas propice à ma santé, à mes enfants. J'ai plus d'interaction avec les gens parce que l'accélération, la surcharge environnementale fait que c'est difficile de rentrer en interaction, d'avoir des vraies relations avec les gens. Et ce qui explique aussi que souvent on a des populations en milieu urbain très dense qui ont un désir de nature très fort. Parce que le désir de nature, il est construit. Il est construit par la surcharge environnementale et la surcharge virtuelle. Dans l'espace vert, vous ralentissez, vous vous posez, vous réfléchissez. Et dans l'espace vert, vous êtes dans un espace plutôt favorable à votre santé. Vous n'allez pas avoir une grue à côté ou dans l'espace qui vous fait du bruit. Vous n'allez pas avoir des voitures qui circulent. Le niveau de pollution sera moins important, etc. Donc en fait, cette appétence pour la nature et plus particulièrement le végétal en milieu urbain, on l'observait depuis un certain temps, mais
on l'explique aussi tout simplement par la qualité du cadre de vie dans ces grandes villes. Du coup, ça renvoie à cette question de végétalisons ou pas les grandes villes. Comme le disait Rifkin, on est des homo urbanus. Et moi, je dis que actuellement, on est des homo urbanus et des homo qualitus en devenir, peut-être. Et ça, c'est pour rester optimiste. C'est-à-dire que on serait des individus qui, évidemment, cherchent à maximiser notre niveau de bien-être, qu'il soit matériel ou immatériel, mais des individus qui vont faire de leur désir de nature et de la préservation de l'environnement un élément constitutif de leur bien-être. Depuis que vous vous intéressez au sujet du bien-être en particulier, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise ? Ah oui, il y a une chose qui m'a énormément surprise, c'est la capacité de cette thématique à introduire le dialogue en fait entre les gens. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué les premières fois où je suis partie sur le terrain avec le jeu de cartes expérimentales Tell Me. Je me suis dit, oh là là, j'ai une feuille de quota, oh là là, il faut qu'on fasse au moins 30 personnes pour avoir un échantillon représentatif de la population du territoire. Et finalement, on est arrivé à 45, qui était bon. Après, on en avait beaucoup plus. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, ça libère la parole, voilà. Ouais, en fait, parler du bien-être des gens avec le jeu de cartes, ça libère la parole et ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que ça libère la parole à tel point que des fois, quand je commence à enquêter, à poser des questions aux gens autour de cette question, j'ai des parcours de vie en fait, des récits de vie en fait qui apparaissent. Et donc ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup étonnée et que je trouve que c'est finalement peut-être c'est peut-être là le fait que ça libère la parole et que ça fait du bien aux gens en fait de parler de ça. C'est peut-être la plus grande vertu de ce travail, d'aller au contact en fait des personnes. La deuxième chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est que finalement, et ça c'est ces dernières années, ça devient finalement un élément qui, pour les politiques, les élus, en fait, peut être un outil d'introduire la question du bien-être pour pouvoir observer leur territoire autrement, en fait. Et donc, renouveler un peu leur regard et finalement, entre guillemets, c'est un peu abusé, les politiques publiques qu'ils peuvent mener ou les mesures qu'ils peuvent mener. Donc ça, c'est aussi ça. Mais oui, mais je dirais que la première chose qui m'a étonnée, ça libère la parole des personnes et ils sont... c'est assez bluffant quoi. Ouais. Et il y a une grande émotion des fois quand ils commencent à répondre aux questions en nous disant ah non mais ça la carte emploi, non mais c'est la première qu'il faut choisir. Moi depuis que j'ai retrouvé un emploi, je me sens mieux, c'est ça part de là, j'arrive à me relier contact avec l'ange, je me sens utile. Et on voit la volonté des gens d'être utiles aussi aux autres et de remplir un rôle en fait dans notre société. Donc c'est vrai que c'est c'est assez bluffant en fait, voilà. Ça me fait un peu d'émotion, mais parce que je pense à 2-3 personnes là qui m'ont raconté des choses et du coup, voilà, ça donne beaucoup d'énergie en fait pour continuer. La seule chose que j'aurais envie de conclure, c'est que par rapport à l'Esbéton, que dans une société, ce qui va compter, c'est la diversité et de tout, en fait, aussi bien des services auxquels on va avoir accès, du territoire, que tout le monde, en fait, a sa place et que tous les territoires sont potentiellement amènes pour des gens. Voilà, c'est un peu la grande leçon, finalement. On tire de ces travaux sur le bien-être, de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, quoi. C'est un peu, si on les croise avec ce qui se passe dans la société, c'est voilà, l'homogénéisation à tout prix, elle est pas bonne et c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'on doit faire pareil. C'est valable pour les individus, mais aussi pour les collectivités territoriales, en fait, cette remarque-là. C'était l'Esbéton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de l'Esbéton ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amélie@les-béton.fr. L'Esbéton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn.
Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.